on va évoquer la question des incrustations et des incorporations dans le béton. Comme on l'a vu donc, chez un certain nombre d'architectes, les trous d'écarteurs de banche peuvent être laissés en l'état et simplement calpinés, ou bien, comme l'a fait Siriani, on vient visser dedans, encastrer dedans un élément qui ressort, qui est en relief par rapport au parement de béton brut. Mais on peut aussi utiliser, comme le font ici les architectes Betteny et Leclerc, pour un laboratoire du CNRS sur le campus d'Orléans-la-Source. En fait, ils ont là aussi fait ce travail maintenant dont vous commencez à être familier, puisque j'en parle depuis un certain temps. Mais là, alors c'est un béton clair, hein, c'est pas un béton de ciment blanc, c'est un béton qui a été éclairci au métakaolin. Hein. Le métakaolin, c'est ce qu'on utilise aussi pour la porcelaine, qui blanchit. Donc là, c'est ce qu'on appelle des bétons de métakaolin qui sont blanchis comme ça. Mais ce n'est pas tellement le sujet. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, les trous d'écarteurs de banche, ben là, on les utilise pour y insérer une pastille en acier qui va venir révéler un peu plus la présence de ces petits éléments géométriques circulaires et qui vont donc animer la paroi de béton coulé en place. Et on voit que ces pastilles métalliques ont un très très léger débord, mais minimal. Alors ici, on a un autre exemple d'une utilisation des trous d'écarteurs de banche. C'est un gymnase, hein, donc un bâtiment très simple, un budget très modeste. Donc on voit une structure métallique, bardage, couverture métal, etc. Donc un bâtiment très économique. Et l'architecte Christian Drevet, qui a réalisé ce gymnase dans la banlieue de Lyon à Villeurbanne, a cherché la possibilité d'animer un peu les deux grands pignons latéraux de son gymnase. On y retrouve bien sûr à chaque fois les joints d'arrêt de coulage, hein, qui sont ces grands joints en creux. Ici, un certain nombre de rythmes avec des joints d'arrêt de coulage secondaires et puis bon, tout le travail sur le calpinage des écarteurs de banche. Et là, ce qu'il vient faire, en fait, il vient à l'intérieur des percements, il vient remplir ces trous cylindriques avec des joncs translucides en altuglace. Ce qui va permettre de jour, dans le gymnase, d'avoir ces petits points lumineux qui tout d'un coup vont venir, je dirais, égayer, allumer de toutes ces petites lucioles que l'on voit ici, ce grand aplat de béton gris, et puis bien sûr la nuit à l'extérieur. Alors là, c'est une photo de photographe, hein, qui s'est fait un peu plaisir, mais quand le gymnase est utilisé, ben, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire que le pignon aveugle, qui est un peu un grand aplat noir, ben, tout d'un coup est animé, là aussi, de tous ces petits picots lumineux qui sont liés au fait que le gymnase est utilisé, il y a peut-être un match, un entraînement, etc. Et donc, tout d'un coup, ça donne une autre valeur et une autre qualité à ce qui n'est quand même, malgré tout, qu'un mur pignon. Et ceci se fait, là aussi, dans des budgets et dans des coûts assez minimaux, ce qui est important. Et puis, on peut bien sûr aussi, dans le travail de l'incrustation, on peut aussi, soit avec des précautions de mise en œuvre, etc., sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, soit sur les pots coffrantes, soit en fond de moules de préfabrication, venir poser au préalable des concassés de pierres, généralement de matériaux minéraux. Hein. Ce sont des concassés de marbre, des concassés, ici ce sont des concassés de granit, hein, que l'architecte Jean Guervilly a utilisé pour ne pas avoir un aspect de parement brut, mais au contraire, venir fixer sur la peau de béton ces cailloux, ces pièces, ce concassé de granit pour donner un aspect plus granitique à ces éléments qui sont par ailleurs structurels. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Parfois, on retire la banche avant que la prise soit complètement faite et on vient encastrer les granulats, enfin ces cailloux. Ou bien il y a d'autres techniques, mais je ne vais pas rentrer dedans ici. Et parfois, quand on veut aussi jouer sur l'alternance béton et pierre, et que pour des raisons diverses, parce qu'on a peur qu'il y ait
qu'il y ait des problèmes de fuite de laitance, de coulure sur la façade, etc., on peut venir encastrer des éléments. Ici, une pierre qui est la pierre de Savonnières, hein, c'est pour l'espace culturel de André Malraux à Chambéry, de l'architecte Mario Botta. Il voulait, bon, ce qui est assez symptomatique, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Mario Botta, mais il a pendant très longtemps développé en façade ces écritures qui alternent des bandes. Alors, il a été très connu puisqu'il a travaillé beaucoup en Suisse, l'alternance de blocs de béton de couleurs différentes sur ses façades. Hein, et plusieurs de ses maisons sont faites comme ça. Et puis là, donc ici, pour ce théâtre qu'il ne pouvait pas réaliser avec des blocs de béton pour différentes raisons, et en particulier des raisons réglementaires, et puis je ne pense pas que c'était son intention, en fait, il a fait des réservations dans le mur en béton, des réservations en creux, et ensuite, il est venu fixer, incruster dans le béton, ces éléments en pierre, tels qu'on peut le voir ici, et qui sont fixés avec des techniques qui sont celles de la pierre agrafée, hein, pour faire court. Et comme ça évite d'avoir, si vous voulez, d'éventuels problèmes de compatibilité entre le béton et des pierres qu'on voudrait incruster dans ce matériau. Donc en fait, comme vous avez pu le comprendre à travers ce que j'ai dit précédemment, le béton brut de décoffrage peut prendre de nombreux aspects et on va en regarder quelques exemples rapidement. Ici, c'est un bâtiment qui est une maison de l'enfance à la Trinité, alors pas en Bretagne, hein, mais dans la banlieue de Nice. Il y a une petite commune dans la banlieue de Nice qui s'appelle la Trinité. Et donc les architectes de CAB, hein, Calori, Azimi et Bottino, dont on a parlé un peu, ils ont reçu le prix de l'Équerre d'argent pour ce bâtiment, donc qui est une maison de l'enfance, donc une maison de l'accueil qui a une crèche et puis une maison d'accueil pour des tout jeunes enfants, avec aussi des centres de PMI, des choses comme ça. Et comme dans de nombreux cas dans la région niçoise, leur bâtiment est en fait encastré dans une pente. Vous avez une route, on voit d'ailleurs une voiture ici qui passe en partie supérieure, et vous avez un accès bas à ce bâtiment. Donc, en fait, ils ont fait un bâtiment qui est presque un petit ouvrage d'art, qu'ils viennent accoler contre le mur de soutènement de la route qui passe par-dessus. Ils ont profité pour traiter la terrasse supérieure pour permettre une dépose minute avec les voitures, puisque ici, vous voyez que on devine que ce bâtiment-là n'est pas directement sur rue, mais qu'il y a un cheminement, donc c'est plus difficile. Et donc, ils ont fait un bâtiment entièrement en béton, dans l'esprit, comme je vous l'ai dit, d'un petit ouvrage d'art, avec 2 niveaux, hein, qui sont marqués par des grandes lames en béton brut de décoffrage et tout un cheminement, puisque ici, ce cheminement permet à la fois d'accéder à la maison de la petite enfance, mais permet aussi de la traverser pour passer de la rue basse à la rue haute que l'on voit derrière. Et ils ont fait aussi tout un travail, là aussi, sur le béton brut de décoffrage, à la fois des éléments en béton brut décoffrés à partir des banches métalliques, donc ce qui permet d'obtenir ce parement assez lisse. Ici, vous voyez un auvent qui vient marquer une séquence d'entrée. Et à l'intérieur, il joue en fait sur un béton texturé à la planche ici et un béton brut de décoffrage coulé dans des banches métalliques qui reste lisse, puisque en fait, comme ce bâtiment est adossé à un mur de soutènement routier, ils viennent doubler la paroi berlinoise par ce mur coffré à la planche, et puis ils en profitent aussi pour amener une arrivée de lumière zénitale qui va créer un grand foyer spatial, un grand espace commun qui va permettre de desservir la partie basse du bâtiment et la coursive de l'étage supérieur. Et puis, vous voyez, donc ici, on est à l'étage supérieur qui dessert les différentes salles de classe. Et ce grand hall, en fait, ce grand espace double hauteur, est un hall commun à l'ensemble du bâtiment. Ici, vous avez des éléments un peu particuliers, hein, ces espèces de terrasses jardins plantés. En fait, ce sont des butons. Hein, bon, je suppose que vous savez ce que c'est. Ce sont des butons, hein, ce sont des éléments qui sont posés entre le bâtiment neuf et la paroi et qui ont été traités en petits jardins suspendus. Bon, c'est anecdotique. Alors, le choix du béton aussi comme matériau à l'intérieur du bâtiment répond aussi à un souhait d'utiliser l'inertie thermique du matériau pour assurer le rafraîchissement naturel du bâtiment, puisque ici, vous voyez qu'il y a des clapets en bois qui sont ouverts la nuit
et qui vont permettre par des ventelles qui sont installées en façade de rafraîchir naturellement le bâtiment la nuit et de profiter ainsi dans la journée par justement l'inertie du matériau, de la fraîcheur qui est retransmise au bâtiment et d'avoir un bâtiment sans climatisation. Bon, on est à Nice, hein, ce sont des climats que vous connaissez où il y a une certaine chaleur et donc c'est assez important. Donc là, vous avez une vue de la circulation haute. Donc avec le jeu sur les deux aspects de parement, le lisse et le rugueux avec ces planches de coffrage qui ont été utilisées et mises en place. Un autre projet, alors là, 2 maisons où vous allez voir en fait que l'utilisation du matériau béton peut se faire de façon très différente. Ici, c'est à Moins-Sartoux, la maison Moreau de l'architecte Pierre Fauroux. Donc cette maison, qui est une maison très simple dans son écriture architecturale, hein, vous avez une grande équerre de béton qui vient fabriquer le volume, qui est tenu après par ces quelques plots et un grand mur que l'on devine au fond ici de la maison. Ici, l'équerre est simplement tenue par 2 petits plots. Donc cette carapace minimaliste en béton vient fabriquer à la fois la volumétrie et la spatialité générale de la maison. Et à l'intérieur, tous les éléments de partition sont faits avec des éléments de médium peint, du bois peint. Donc ce n'est pas notre sujet, mais si vous voulez, il y a cette carapace de béton qui est fabriquée. Et là, c'est un béton coulé en place dans des banches, alors avec un travail de calpinage parfaitement fait par l'architecte. Si vous voulez l'idée de son projet, on voit ici un mur de béton qui enclôt la propriété et ce mur de béton se prolonge et devient la maison. Bon, c'est un peu le concept fondateur de l'architecte sur son projet. Et on retrouve l'aspect de parement brut à l'intérieur, là où les éléments en béton qui sont parfaitement calpinés, vous voyez ici sur l'élément vertical, alors évidemment le mobilier vient ingénieusement cacher les 2 plots, donc on a le sentiment que ce plan de béton vertical flotte dans l'espace. On a évidemment la piscine qui passe derrière, mais vous voyez qu'il y a tout un travail de calpinage, des plaques de contreplaqué de coffrage, aussi bien au niveau du plafond, puisque tout ceci est brut de décoffrage, qu'au niveau des éléments coulés en place. Et ici, vous avez un petit joint d'arrêt de coulage qui vient marquer en fait la présence d'une poutre qui vient porter cet élément-là. Et en fait, ici, pour obtenir tout ça, il faut savoir que le projet est entièrement calpiné sur une trame de 0,125 mètres, c'est-à-dire 12 cm et demi. Et en fait, cette trame, elle correspond aux entraxes d'entretoise des coffrages que l'architecte utilise de façon systématique quand il coule un bâtiment en béton. Donc vous voyez, en fait, là, il y a un véritable travail de calpinage de tout le projet et tout ce qui constitue le projet, tous ces éléments, par exemple, porteurs ici, sont des multiples de 0,125. Tout est tramé sur toutes les épaisseurs sont tramées sur ce module-là pour justement ne plus avoir après de problème au niveau de la mise en œuvre. Alors je vous tairai la marque des coffrages, mais c'est une marque très connue hein, qui fait des coffrages métalliques. Et donc, bon, cet architecte a cette maîtrise et ce savoir-faire. Et c'est un véritable travail. Généralement, c'est même lui qui explique aux entreprises comment mettre en œuvre les coffrages, etc. Et il est très présent sur ces chantiers et les vérifie. Bon, c'est un monsieur qui a un certain âge maintenant, donc quand il fait des maisons, c'est plutôt pour le plaisir que pour gagner sa croûte, je dirais. Donc ici, un autre exemple d'une maison, elle aussi, bon, qui se trouve dans le sud de la France, à Grimaud, qui est un peu sur un vocabulaire architectural similaire, hein, une architecture faite de grands plans en béton qui se retournent, comme on peut le voir ici. Hein. La partie supérieure de la maison est tenue entre la dalle de toiture et la dalle de plancher haut, sur un socle que l'on voit en béton brut ici. Hein. L'architecte Raphaël II donc, a dessiné ce projet. Et elle avait prévu à l'origine de ne faire en béton à la planche que le socle. Et puis quand les propriétaires ont vu la mise en œuvre du premier mur sur la partie arrière, ils ont trouvé cette texture et cette matière très intéressante et ils ont demandé à l'architecte de la développer sur l'ensemble de son projet au niveau à la fois des éléments verticaux et des sous-faces horizontales. Et donc, c'est ce que Raphaël II a fait. Et en fait, vous allez voir que dans un projet qui est dans un langage architectural
pas identique, mais dans la même parenté que celui qu'on a vu précédemment, le fait d'utiliser des planches de coffrage, là, donne une matérialité un peu différente, etc. Donc là, on est à la partie supérieure, le salon supérieur, et on revoit tous ces éléments de texture qui, à la fois, sont, puisque vous avez un salon intérieur, un salon extérieur. Ici, c'est du mobilier en BFUP, hein. Et donc là, il y a une volonté de texturer, contrairement à l'écriture précédente où on aurait gardé des aplats pour avoir un plan horizontal homogène. Là, il y a cette volonté de le texturer. Donc après, c'est chacun en fonction de ses convictions, de ses choix. Là, ici, les propriétaires trouvaient que ça donnait une matière plus chaleureuse au matériau béton, en plus avec un peu de talin des planches de coffrage. Il faut savoir que ce bâtiment a été mis en œuvre aussi avec un béton autoplaçant, donc ce qui a nécessité aussi un traitement très soigné des éléments de coffrage horizontaux et verticaux, puisque le béton autoplaçant, comme son nom l'indique, est autoplaçant, il est très fluide, et donc dès qu'on a la moindre faille ou le moindre interstice dans un coffrage en bois, vous avez de la laitance qui peut s'échapper et on risque d'avoir des désordres, voir apparaître des désordres sur le parement. Donc les nœuds des planches de coffrage ont été aussi tous bouchés pour éviter là aussi d'avoir des fuites du béton, puisqu'un béton autoplaçant, comme je vous le dis, est très liquide. Et donc ça nécessite bien sûr à ce moment-là, sur ce type de projet, un travail et un soin particulier sur la peau coffrante. Deux autres exemples aussi qui, sur des écritures, je dirais, géométriques assez semblables, donnent un aspect de parement différent. Ici, c'est toujours à Mouans-Sartoux, mais l'architecte Marc Barani qui a réalisé l'atelier pédagogique de l'espace de l'art concret. Donc à Mouans-Sartoux, vous avez un musée, un espace qui s'appelle l'espace de l'art concret, où sont exposés des sculptures de Tinguely, des peintures d'Aurélie Nemours, tout ce qui a constitué le mouvement de l'art concret dans les années 50-60. Donc ce musée est installé dans un petit château provençal, et puis il y a plusieurs extensions. Il y a une extension muséale qui a été faite par les architectes Guyon et Giguère, et puis vous avez cet atelier pédagogique qui est plus destiné à des conférences, à des animations avec les enfants, etc., qui a été fait devant le château, en prolongement de la terrasse et sous la terrasse du château. Et donc c'est un bâtiment qui est un peu encastré dans la pente, qui est constitué d'une grande baie vitrée qui s'ouvre sur les bois, qui sont plutôt constitués de pins maritimes et de chêne liège, et puis deux parois latérales qui sont des murs pignons sur lesquels on a des ouvertures très géométriques qui viennent éclairer des espaces, des salles pédagogiques, etc., etc. Et là, ici, l'architecte Marc Barani a aussi fait le choix de réaliser un mur en béton texturé à la planche, que l'on peut voir ici, un béton gris, qui à la fois est une évocation, puisqu'on n'est pas très loin de Roquebrune-Cap-Martin, lieu où Le Corbusier allait en vacances, etc., des bétons brutalistes, entre guillemets, de Le Corbusier, mais aussi ce travail sur la texture a pour objectif de tisser un lien avec l'environnement végétal, puisque les nœuds des planches de bois, les veines des planches de bois que l'on relie sont dans un lien, dans un dialogue avec les troncs des arbres, etc. Donc c'était un choix de l'architecte de trouver ce type d'écriture et de parement. Un autre bâtiment dont, quand on regarde la façade, on est à peu près dans le même design, je dirais. C'est l'école d'infirmière du CHU d'Amiens, par les architectes de Prick et Magnac. On est aussi dans un bâtiment parallélépipédique qui est partiellement encastré dans la pente, puisque le sol de l'hôpital est plutôt à ce niveau-là. Et on a donc des grandes parois latérales sur lesquelles vont s'ouvrir des salles de classe, des salles de cours, donc des grandes ouvertures orthogonales composées un peu comme un tableau géométrique ou abstrait. Et là, au contraire, les architectes ont voulu avoir des façades le plus plates possible. Donc ils ont utilisé à la fois un béton autoplaçant qui leur a permis de couler en une seule hauteur les éléments de leur façade et sur des longueurs assez importantes. Ils ont aussi choisi un béton autoplaçant parce que vous voyez ici, ils ont des fenêtres très longues,
certaines font 5 à 6 mètres de longueur, et donc le béton autoplaçant permettait d'avoir ces ouvertures avec des arêtes parfaites sans réaliser de cheminée de coulage à l'intérieur, ce qui est toujours un peu difficile à gérer, et on risque d'avoir des nids de cailloux en partie basse. Et là, au contraire, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, ils font le choix d'un béton très plat, très lisse, presque comme une matière plastique, comme un carton, sans relief, avec simplement quelques joints qui sont marqués, qui sont des joints décoratifs et non pas ou architectoniques, mais pas du tout des joints évoyés. Donc ici, on voit cette volonté d'avoir un béton très plat, très homogène, juste marqué par les écarteurs de banche qui sont bouchés avec des petites carottes en béton. Et puis ici, ces petits joints qui sont à peine marqués, qui sont des baguettes qui ont été mises dans les coffrages. Et ici, on a les menuiseries en aluminium qui sont posées à fleur de peau pour venir animer, pour venir conserver, je dirais, la planéité de ces écrans de façade. Donc vous voyez, avec le même matériau, on peut trouver des expressions et des écritures très différentes. Alors là, c'est une petite anecdote. Sur le béton brut. Maintenant, comme on maîtrise beaucoup mieux, je dirais, les états du matériau béton, certains architectes, ici c'est dans un collège à Noisy-le-Grand que l'architecte Giovanni Lelli utilise en fait pour marquer les cages d'escalier dans le collège. Ici c'est des éléments préfabriqués, mais ici en fait vous avez ces plans verticaux, ces murs là qui sont coulés en fait. C'est une alternance de béton foncé et de béton blanc qui sont coulés par couches successives. Alors, vous avez un petit peu d'aléatoire. Alors, ça nécessite des précautions de mise en œuvre assez importantes. Il faut un béton qui soit pas trop fluide, qui soit pas trop compact. Ils avaient fait un essai sur un mur précédemment où le béton était trop fluide. Et en fait, vous avez à ce moment-là un mélange qui se fait des deux couleurs et un espèce un peu comme une peinture qui mélange deux couleurs, quoi. J'ai malheureusement pas de diapo de cet autre élément. Donc maintenant, je vais évoquer très rapidement une technique qui est utilisée de temps en temps, qui est le béton projeté. Alors le béton projeté, lui, il n'est pas, ne révèle pas la trace d'un moule, mais celui de son procédé de préfabrication. Comme son nom l'indique, on projette du béton sur quelque chose. Alors généralement, on l'utilise pour faire des façades gauches ou bien des formes très particulières, comme ici, cette salle. Donc on est à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Eure-et-Loire à Chartres, et les architectes Jean Masse et François Roux, qui sont les auteurs de ce projet, ont voulu signifier la présence de l'auditorium, qui sert pour les congrès, pour les différentes manifestations de cette institution de chambre de commerce, qui permet d'inviter des conférenciers, de faire, je ne sais pas, le symposium des entrepreneurs de charpente, etc., etc. Et donc, ils ont voulu la réaliser sous un dôme paraboloïde. Alors donc, ils ont utilisé une technique un peu particulière. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une membrane PVC qui a été mise en surpression. Et donc, on la maintient en surpression tout le temps nécessaire. Sur cette membrane PVC, on va venir accrocher un treillis d'armature métallique, une armature métallique, et ensuite on va projeter du béton jusqu'à ce qu'on obtienne une carapace rigide et stable qui va donc fabriquer le dôme. La membrane PVC va être conservée et elle va assurer l'étanchéité de ce dôme. D'autres architectes qui travaillent sur des formes comme ça, comme Oscar Niemeyer ou Jean-Pierre Lotte, eux font des formes à peu près semblables, mais utilisent des résines qui sont coulées à chaud pour assurer l'étanchéité de la paroi supérieure. Et donc, ça va donner à l'intérieur cet aspect. Ici, vous voyez donc, en fait, le béton projeté, on le devine, ça donne cet aspect grumeleux. Et en l'occurrence ici, il va recevoir un flocage acoustique qui va permettre de gérer l'acoustique de la salle. Cette salle est même utilisée pour des petites manifestations musicales, comme des concerts de musique de chambre, etc., au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. En fait, il y avait un industriel qui s'appelait Pierce System, c'est un système qui avait été développé aux États-Unis pour faire des silos à grains. Et il faisait beaucoup de silos à grains comme ça, sauf que Pierce System, par exemple, à Niort, comment il s'appelle ? Il y a Laurent Baudouin et son frère, c'est
son nom m'échappe, excusez-moi, son prénom m'échappe, mais donc un des deux frères Baudouin, à Niort, au Palais des Congrès de Niort, enfin c'est un petit palais des congrès, c'est pareil, il a fait un dôme comme ça, avec une membrane PVC, mais à l'époque c'était le système dôme, Pierce Dome, qui avait été utilisé, puisqu'ils avaient encore pignon sur rue en France, tandis que là, évidemment, il a fallu obtenir des ATEX pour la membrane PVC, enfin il a fallu obtenir un certain nombre de choses pour faire ce chantier, puisque c'était plus dans les nomenclatures existantes, mais bon, ils y sont arrivés. Alors, du béton projeté, on l'utilise souvent pour faire des formes un peu complexes. Alors, ce n'est pas pour la qualité esthétique de ce que l'on voit ici, mais c'est dans cette maison de l'enfance à Chambéry, là, de Christian Pathé, ces deux formes un peu particulières, en olive, je dirais, ont été réalisées en béton projeté. Et ce qui est intéressant pour moi ici, c'est simplement de vous montrer un peu comment on peut fabriquer des choses en béton projeté. Alors, ce n'est pas nécessairement des formes comme ça. On peut aussi projeter du béton. Il y a un autre architecte, Raphaël Spistilli, qui dans un lycée à Lyon, a fait des surfaces gauches. Et en fait, il mettait le coffrage... il avait ses coffrages des surfaces gauches inclinées, il avait ses coffrages, on venait passer là aussi sur les coffrages fixer l'armature, et après on projetait le béton, et à l'intérieur, bon, comme il y avait un isolant, etc., bon, ça se passait très bien. Ici, si vous voulez, bon, on fabrique en fait la forme avec l'armature métallique, et puis ensuite on vient positionner un petit treillis plus fin métallique, on fait passer... Pardon, parce que si je vous montre avec les doigts sur l'écran, ça ne va pas aller bien loin. Donc là, le treillis métallique, l'armature métallique, pardon. Ici, un petit treillis qui va permettre de retenir le béton projeté. On fait aussi passer les câbles pour l'électricité, etc., et tout ce dont on a besoin. Et puis ensuite, après, on vient projeter. Alors il y a deux modes de... Voilà, ici, ça c'est le tube qui va permettre à projeter. Alors on en met beaucoup par terre, hein. Voilà. Il y a deux modes d'utilisation du béton projeté, soit ce qu'on appelle la voie humide, hein, c'est-à-dire le béton est projeté dans un malaxeur et quand il sort, et soit la voie sèche, c'est-à-dire qu'à l'extrémité de la buse, et c'est déjà une buse d'un bon niveau, vous avez une arrivée d'eau qui mélange le ciment et les éléments constitutifs du béton projeté. Bon, c'est les deux voies principales qui sont utilisées. Là, je pense que c'est une voie humide. Et donc, vous voyez, on projette au fur et à mesure. Alors, il y a plusieurs passes qui se font. Alors, ce n'est pas une technique qui est souvent utilisée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, je m'occupe aussi de la revue Construction moderne. Et de temps en temps, tous les 3, 4, 5 ans, on voit sortir un projet, alors on le publie ou on ne le publie pas, mais qui utilise du béton projeté pour des raisons X ou Y. Voilà. Et donc, ce n'est pas une technique qui complètement... Alors après, on l'utilise beaucoup, et c'est pour ça certainement qu'on trouve encore des entreprises, on l'utilise beaucoup aussi dans certains ouvrages souterrains, pour faire des chemisages, des choses comme ça, etc., pour projeter du béton sur des voûtes. Donc c'est pour ça que la technique existe toujours. Bon, ça nécessite de la part de la personne qui projette qu'elle soit protégée, parce que bon, les cailloux peuvent vous revenir à la figure, etc. Moi, j'ai assisté une fois donc, sur ce bâtiment à Lyon à une projection de béton. C'est assez impressionnant malgré tout, hein. Et donc, bien sûr, après, vous voyez qu'après chaque projection, vous avez quelqu'un qui vient lisser, etc. Pour, là, en l'occurrence, puisqu'il voulait avoir la forme lisse à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, c'est un procédé assez artisanal. Et vous voyez donc là les éléments d'armature qui fabriquent la forme. Et puis, ce petit treillis, ce réseau métallique qui vient permettre d'accrocher le béton pour obtenir la forme. Alors, maintenant, on va parler de traitement en surface, c'est-à-dire on peut aussi intervenir, alors assez rarement sur les bâtiments coulés en place, mais on peut aussi intervenir sur les bétons coulés à l'horizontale ou sur des bétons qui sont réalisés en usine de préfabrication, pour venir sur le parement de surface imprimer avec différents types d'outils des motifs. Alors bon, le plus basique, c'est ce qu'on appelle le béton balayé, qu'on utilise beaucoup pour les aménagements urbains. Bon, avec un balai à poil dur, etc. Vous venez faire ce genre de... Bon, c'est assez basique, mais on peut aussi, sur des bétons de sol, avec des pochoirs, venir imprimer des motifs. Alors bon, les motifs ne sont pas toujours très heureux, mais après tout, on pourrait trouver voilà, ici, vous avez un motif de pavé. C'est simplement par impression sur un béton de sol qui n'a pas entièrement fait sa prise, que vous imprimez ces motifs-là de façon très... Alors vous voyez, bon, il faut bien sûr prendre des précautions. L'ouvrier qui fait ça, il marche sur les pochoirs, il ne vient pas mettre ses traces de pas sur le béton frais, sinon son travail serait à refaire.
Et parfois, on peut trouver des utilisations un peu plus intéressantes, comme ici, c'est dans une base de loisirs. Hein. En fait, ces bandes de béton blanc au sol sont là pour indiquer les places de stationnement. Et donc, il s'agit d'aplats de béton blanc qui ont été coulés en place. Et tout simplement, on est venu imprimer par-dessus vous savez, les plastiques de protection des chantiers, hein, qui sont des plastiques assez rigides sur lesquels il y a des sortes de picots hémisphériques. Eh bien, on est venu appliquer ça de façon très simple sur ces bandes lorsqu'elles ont été coulées. Ça permet d'obtenir ce motif avec, je dirais, une relative économie d'argent et de moyens.